C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et nos invités Jean-Marie Colombani, Virginie Leguet de Paris Match, Véronique Reissoul de Dentsu Consulting et nous attendons Benjamin Morel, politologue. Donc bonjour à tous. On n'a décidément pas fini avec ce virus. Sa circulation est exponentielle, même s'il y a un décalage entre la dynamique de la contagion et les hospitalisations. Hier, le président du conseil scientifique a affolé tout le monde en déclarant que le gouvernement devrait prendre des décisions difficiles, mais sans en dire la teneur. Et ce matin, sur RTL, il s'expliquait encore. Il faut tout faire pour essayer de ne pas reconfiner localement. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas exclu en cas de situation critique, mais on a avant ça une série de propositions qui peuvent être réalisées. Alors, d'une part, c'est remettre un peu, je dirais, la notion de distanciation physique en resserrant un peu les boulons, parce qu'il y a quand même beaucoup de laxisme en ce moment. Dans ces régions particulièrement touchées, eh bien, la tenue de grands rassemblements peut être évitée. Jean-Marie Colombani, donc le professeur Delfraissy, eh bien, de son côté, c'est son droit le plus strict de s'exprimer, en distribuant les mauvais points. Mais est-il, Jean-Marie, dans son rôle ? Oui, il est dans son rôle parce que d'abord, c'est un conseil. Lui, il donne des conseils, il ne prend pas les décisions à la place des politiques. Il arme les politiques pour prendre leurs décisions. D'autre part, il faut bien voir que c'est un collège. Il n'y a pas que des médecins dans ce collège du comité scientifique. S'il n'y avait que des médecins, les avis du conseil scientifique seraient encore plus raides, voire plus radicaux, parce que les médecins sont généralement impatients de voir les politiques décider et restreindre ou émettre des restrictions là où il faut les mettre, parce que la situation est en train de s'aggraver. Ce qu'il faut dire, c'est que là, le gouvernement a fort justement, ou le président de la République a fort justement rappelé que le conseil scientifique n'était pas décisionnaire. On a reproché au professeur Delfraissy de faire une sorte d'un petit peu de surenchère, en quelque sorte, pour se couvrir avant que des décisions insuffisantes, peut-être à ses yeux, ne soient prises. En réalité, il faut se rappeler que l'avis du conseil scientifique, il était d'abord ciblé sur l'isolement. Vous savez, le fameux triptyque qui consiste à tester, tracer, isoler. Et donc, l'isolement est soumis à la critique du conseil scientifique parce qu'il est jugé trop peu respecté et non budgétisé. Et en quelque sorte, il reproche au gouvernement de délaisser ce pan-là de sa stratégie. Alors, on a retenu de l'argumentation du conseil scientifique l'idée de la quatorzaine qu'il fallait rétrécir, qu'il fallait ramener à 8 jours, je crois. Donc, parce que c'est spectaculaire et ça frappe évidemment les esprits et puis c'est important. Mais il ne faut pas oublier que l'avis du conseil scientifique, là, était un critique sur la stratégie d'isolement pratiquée par le gouvernement. Virginie Leguet, est-ce qu'il y a, malgré ce que dit Jean-Marie, est-ce que le sentiment qu'il y a un tirage entre les scientifiques et le pouvoir politique, l'un étant pour le conseiller et le deuxième pour prendre les décisions. Et c'est comme si l'un et l'autre confondaient les rôles, c'est-à-dire conseil scientifique, conseil. Est-ce qu'il a à communiquer sur les décisions que devrait prendre le pouvoir politique? Est-ce que ça ne devrait pas rester entre deux portes? En tout cas, ça serait plus simple pour le grand public de n'entendre qu'un discours qui serait logiquement celui des élus, du président de la République, de l'exécutif, qui, je rappelle, ont été élus au scrutin, ont été choisis par les Français, plutôt que d'entendre un conseil scientifique qui, lui, avait vocation initialement à conseiller l'exécutif. Ça aurait été, depuis 6 mois, on assiste à un carambolage des deux discours, qui ne sont d'ailleurs pas toujours les mêmes, qui n'interviennent pas tout à fait au même moment. Et là, je trouve personnellement, pour l'avoir écouté très attentivement, que le professeur Delfraissy, ce matin, a clairement mis un coup de pression à l'exécutif en disant « Attention, demain, vous allez annoncer un certain nombre de mesures, mais moi, je vous dis que ça doit être des vraies mesures. Je vous dis que ça doit être des mesures difficiles. Enfin bref, sous-entendu, si vous ne prenez pas les bonnes mesures, ce ne sera pas faute de vous avoir prévenu. Ça aurait été mieux que ce discours-là reste, j'allais dire, off. Parce que les Français qui entendent ça, ce déballage, ne savent plus très bien quelle parole prime et quelle est la bonne parole. Or, il me semble, moi, que la seule parole qui doit primer en ce moment, c'est la parole de ceux qui décident, c'est-à-dire la parole politique. Alors, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, c'était ce matin en Corse. Ce que je souhaite, c'est donner de la visibilité
sur les prochaines semaines par les décisions de demain. Donc je pense que le Conseil scientifique, il est dans son rôle, qui est technique. Nous serons dans le nôtre, qui est démocratique, politique au sens plein du terme. Ça n'appelle pas d'autres commentaires. Le virus circule beaucoup. Le gouvernement l'a toujours dit, et je l'ai dit aussi avec beaucoup de force. Nous avons pris les décisions qui s'imposaient, nous continuons de le prendre. Elles sont déclinées territorialement. Alors, sur ce plateau, nous a rejoint Benjamin Morel, politologue. Bonjour à vous. Donc, on a entendu le président de la République. Virginie disait à l'instant que elle avait le sentiment que le Conseil scientifique donnait un petit coup de pression sur le gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment que ce Conseil scientifique, par la voix de M. Delfraissy, du professeur Delfraissy, sort un peu de son rôle de conseiller pour communiquer et donner des injonctions en quelque sorte au gouvernement, mais sans dire aux Français il y aura des choses difficiles qui seront décidées, mais on ne sait pas quoi. Donc on vous laisse comme ça 24-48 heures, on laisse les Français dans un état un peu d'inquiétude. Qu'il puisse y avoir des désaccords en interne au sein des différents appareils gouvernementaux, qu'il puisse y avoir des pressions et contre-pressions entre d'un côté conseil scientifique, milieu économique, élus locaux, c'est quelque chose de normal et c'est comme ça qu'ensuite se construit une position plus ou moins consensuelle qui est assumée par l'exécutif. Là où c'est un problème, c'est quand c'est déballé sur la place publique et quand cette pression en effet passe par l'intermédiaire du coup de déclarations publiques qui sont reprises par les médias. Ce qu'on dit sur le Conseil scientifique est également vrai il y a quelques semaines sur les élus locaux. On peut comprendre leur position, mais du coup, dès le moment où vous avez tous ces discours publics qui se chevauchent, qui s'entrecroisent, eh bien vous nuisez à la parole publique et vous nuisez à la lisibilité des consignes. Quand on prend la décision du Conseil d'État sur les arrêts anti-masques dont on a beaucoup parlé, on voit que cette question de la lisibilité a été mise en avant justement parce qu'elle était nécessaire pour que les consignes soient respectées. Si vous avez X sons de cloche qui se targuent pour l'un d'une légitimité scientifique, pour l'autre d'une légitimité économique, et qui du coup nuisent à la parole du gouvernement, eh bien vous risquez très rapidement d'avoir des consignes qui non seulement ne sont plus entendues et ne sont plus lisibles, mais également perdent en légitimité. Si elles perdent en légitimité, elles prennent le risque de ne pas être appliquées. Véronique Reissoul, peut-être un mot sur la réaction peut-être des Français sur les réseaux sociaux après cette déclaration du professeur Delfraissy. Est-ce que les Français, une partie des Français est inquiète? Oui, les Français sont plus qu'inquiets. En fait, ils sont confus. Globalement, toutes ces injonctions contradictoires sont extrêmement commentées. Vous avez plus de 600 000 messages juste sur ce sujet sur les réseaux sociaux. Un mélange entre de l'inquiétude, une forme de peur du reconfinement, mais surtout, principalement, une énorme incompréhension sur les différentes consignes entre les masques, les amendes qui ne sont pas toujours comprises, les consignes qui ne sont pas toujours si claires que ça, les tests qui sont remis en question. Beaucoup de questions aussi remontent depuis ce matin sur l'isolement. À quoi sert l'isolement? Est-ce qu'il est vraiment pratiqué? Et finalement, il y a beaucoup de questions aussi sur quelque chose qui est assez nouveau. La semaine dernière, lorsqu'il y avait des consignes, les gens disaient « mais moi-même, je ne vois plus de cas autour de moi, donc est-ce bien nécessaire ?» Il y a de plus en plus de personnes qui voient des cas. On sent une forme d'inquiétude qui monte. Et comme les injonctions sont contradictoires entre le scientifique et le politique, les gens sont un peu perdus et commencent à largement critiquer l'exécutif. Virginie, 32 écoles sont fermées. On voit aussi que le gouvernement s'apprête à faire du chômage partiel pour les parents qui ne peuvent pas aller travailler puisqu'ils doivent garder leurs enfants. À quel type de décision on peut s'attendre peut-être à mettre, comme l'a dit le professeur Delfraissy, une bulle pour les personnes âgées et à risque, c'est-à-dire reconfiner un peu les EHPAD ou certaines régions, certains foyers de contamination? Alors, certains EHPAD sont déjà confinés et les habitants de certains EHPAD sont supposés depuis quelques jours, selon les situations, rester chez eux dans leur chambre et ne pas recevoir de visite. Donc, c'est déjà le cas. Après, est-ce qu'il y aura des reconfinements locaux? Ça serait un
un demi-mal, parce que le gouvernement veut à tout prix éviter le reconfinement général. Oui. Il faut pas non plus dramatiser. Oui, le virus circule. Oui, pour l'instant, il touche plutôt une population jeune qui le supporte assez bien. Je rappelle quand même que c'est un virus dont on guérit à plus de 95%. Mais là où les problèmes vont commencer, c'est quand cette génération-là de jeunes qui a été contaminée et qui est encore contaminée risque de contaminer les générations du dessus. C'est ça où, là, ce moment-là va devenir un peu difficile à maîtriser et difficile à endiguer, puisque ce sont ces générations-là qui ont les cas les plus sévères. Donc c'est cette étape-là qu'il faut absolument éviter. Pour autant, le reconfinement local, on a déjà entendu Renaud Muselier, le président de la région PACA, dire il n'en est pas question. Je ne sais pas si ça va être décidé demain. Ce qui va être décidé, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt le raccourcissement de la quinzaine en septembre. C'est-à-dire on va diminuer par 2 la période de l'isolement, parce qu'on s'est aperçu que c'est seulement pendant la première semaine que ceux qui sont contaminés sont les plus contagieux. Après, je ne sais pas, je ne préjuge pas de ce qui va être décidé demain, mais il n'y a pas non plus, comme diraient les Suisses, il n'y a pas encore le feu au lac. Il y a un petit peu de frémissement, il y a un peu de reprise de l'épidémie, mais les chiffres ne sont pas non plus catastrophiques du tout. Non, parce qu'il y a un décalage entre la dynamique effectivement de la reprise du virus, de la contagion et des hospitalisations qui sont... il n'y a pas d'hôpitaux qui sont saturés. Il n'y a pas d'hôpitaux qui sont saturés, mais justement... Peut-être un tout petit peu dans le sud. Voilà, ça commence un petit peu. Et surtout, on a des populations jeunes pour l'instant, comme tu le disais bien tout à l'heure. Donc, si jamais on a un changement de catégorie, de cluster, à ce moment-là, on pourra avoir des hôpitaux qui vont être saturés. Quand ils seront saturés, de toute façon, entre guillemets, ce sera trop tard. C'est-à-dire qu'on sera réellement rentré dans la crise. Donc, il faut éviter d'en arriver là. Donc, aujourd'hui, on est dans une position un peu mi-chou, mi-figue. La question du reconfinement localisé apparaît pas à cette date-là, mais à moyen terme, probablement la plus probable. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé à l'étranger, en Allemagne, etc., on voit qu'en effet, vous avez des régions qui ont pu être reconfinées temporairement. C'est également vrai aujourd'hui en Israël. Le gros problème de cette solution-là, c'est qu'en effet, elle est pertinente, mais que les régions les plus infestées, ce sont également les poumons économiques du pays. Vous enlevez l'Île-de-France, vous enlevez les Bouches-du-Rhône, très rapidement, l'idée de se passer d'une crise économique, ou en tout cas d'atténuer la crise économique en localisant le confinement, ne tient pas compte justement de la grande concentration dans quelques métropoles, pas que Paris, mais dans quelques métropoles en France, de l'activité économique. Or, évidemment, c'est là où il y a la population, c'est là qu'il y a les clusters, et c'est là qu'il y a le reconfinement. Alors, on va peut-être parler un peu politique, stricto sensu. Les Français, eux, ne pensent pas, évidemment, à la présidentielle. C'est dans 2 ans. Leur préoccupation, c'est leur travail, leur santé. Mais les hommes et les femmes politiques, eux, ne pensent qu'à ça. Emmanuel Macron, hier, lors du séminaire gouvernemental, a dit à ses ministres qu'il souhaitait revenir au fil rouge de son projet présidentiel de 2017, c'est-à-dire aux priorités économiques et sociales à travers ce qu'il nommait l'émancipation et la transformation du pays. Mais Jean-Marie Colombani, est-ce qu'il ne va pas être empêché par l'épidémie qui, dans le fond, bloque toute réforme, puisque la priorité, c'est de protéger les Français? Oui, juste un mot avant, retour à la discussion précédente. Moi, je ne partage pas les avis qui ont été mis par... protestez, Jean-Marie. Allez-y, Jean-Marie, allez-y. Oui, parce que je pense que le Conseil scientifique est légitime dans sa prise de parole. Il ne prend pas de décision, il donne des conseils au gouvernement. Le gouvernement prendra les décisions. Et introduire de la confusion, c'est absurde, parce qu'on a besoin de savoir. On a besoin de savoir ce que pensent les experts. Ensuite, le gouvernement décide et on en fera notre affaire. Mais on a besoin de savoir. Et si on ne savait pas, on serait inondé de confidences, de petits bruits de couloir, de ceci et cela, pour dire mais vous savez, ainsi de suite. Ça entretiendrait une confusion plus grande encore. Donc je pense que chacun est dans son rôle. Comme l'a dit le président de la République, les deux sont complémentaires. Les uns donnent des conseils, mais on a besoin de savoir ce qu'ils pensent, ce que pensent les scientifiques. Et tout le monde a compris que les scientifiques avaient 15 jours d'avance au fond, parce que voyant venir les chiffres d'aujourd'hui, ils se projettent dans un futur très proche et disent voilà ce qui risque d'arriver si on ne réagit pas à temps. Ils sont dans leur rôle. Et aux politiques, après, de prendre leurs décisions en leur âme et conscience. Donc je ne vois pas où serait la confusion. Sinon, on reprocherait une égale confusion s'ils se taisaient. Sur ce que vous dites là, sur la question que vous posez, Roselyne, on voit bien que le président de la République
qui s'était laissé enfermer dans des polémiques stériles sur la sécurité, c'était le fameux ensauvagement du ministre de l'Intérieur, qui s'était donc laissé enfermer, le gouvernement s'était laissé enfermer dans cette polémique entre le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et ainsi de suite. Il essaie de revenir sur ses rails. Et donc, il essaie de faire en sorte que chacun revienne à la feuille de route de 2017, de sa fameuse campagne et de son élection, c'est-à-dire transformation, émancipation. Transformation de la société, émancipation des individus. Sur les transformations, vous avez totalement raison. Je pense qu'il est déjà rattrapé par la crise sanitaire. Il est surtout rattrapé aussi par l'urgence économique et sociale. Alors, il y a le plan de relance, mais encore faudra-t-il voir comment il se déroule, comment il se déploie et s'il montre une quelconque efficacité, ce qu'il faut évidemment souhaiter. Mais tout cela va empêcher qu'il se relance dans des grandes réformes et principalement qu'il revienne vers la réforme des retraites qui était, à ses yeux, il l'avait suffisamment dit, la mère de toutes les réformes. Donc je pense qu'il devra se contenter, et ce sera déjà pas si mal, de bien gérer la crise sanitaire et de bien gérer la sortie de crise économique. Ce sera déjà considérable s'il y réussit, plutôt que de se relancer au nom d'une feuille de route qu'il voudrait en quelque sorte sacraliser pour se remettre en situation de candidature, plutôt que cela. Alors vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Marie, c'est vrai, sacraliser sa campagne, c'est-à-dire, oui, c'est fondamentaux. Est-ce que c'est dans le fond, c'est une bonne idée parce que c'est un réflexe un petit peu daté. Transformer la société, c'est pas le moment. Voilà, c'est un réflexe un peu daté pour Emmanuel Macron. Quand on regardait un peu les enquêtes d'opinion il y a quelques années, on voyait que l'électorat d'Emmanuel Macron lui faisait un crédit, c'était de tenir sa ligne. Aujourd'hui, très clairement, cette ligne, elle est en grande partie brisée sur la crise et on attend pour l'opinion d'être rassuré, c'est-à-dire d'avoir un chef dans la tempête, pas une application du programme. Par ailleurs, il y a un point qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a 12 mois de calendrier parlementaire effectif avant vraiment que la campagne présidentielle commence. Au vu de l'ensemble des textes aujourd'hui qui sont annoncés, qui sont au programme législatif, il y en a pour 3 ans pour tous les faire passer. Donc arriver avec tous ces textes en pleine période de crise sanitaire, en pleine période de crise économique, ça paraît relativement irréaliste et c'est envoyer des signaux à l'électorat qui peuvent être des signaux contradictoires, qui peuvent créer des frustrations et qui, au bout du compte, ne rapporteront pas beaucoup de voix. Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été tout sauf un long fleuve tranquille. Et on peut remonter même à la crise des Gilets jaunes pour penser que dès ce moment-là, tout l'ordonnancement qu'il voulait donner à son mandat était mis à bas. Et je ne vois pas là, alors qu'il reste 2 ans d'ici la fin du quinquennat, et surtout, il reste 1 an utile, comme l'a dit Benjamin Morel, puisque dans 1 an, on sera quasiment en campagne présidentielle. Je ne le vois pas vraiment. Je comprends son souci, je comprends que cette réforme, il y tient. Je lui rappelle au passage qu'elle a été menée en dépit du bon sens pendant des mois et qu'elle est arrivée en miettes à l'Assemblée nationale, en lambeaux. Je comprends qu'il veuille reprendre ce projet, mais le climat économique, le contexte ne s'y prête pas. Les Français vont déjà se retrouver dans des difficultés personnelles, économiques, le chômage va reprendre. Alors pour le coup, là, il va prendre des proportions exponentielles. Les inquiétudes vont être extrêmement violentes. Si en plus, le président Emmanuel Macron doit remettre sur l'ouvrage la réforme des retraites, mais ça va mettre le pays à feu et à sang. D'autant que toutes les organisations patronales et syndicales se sont déjà prononcées en disant c'est pas une bonne idée, nous franchement on n'est pas prêts. Il s'accroche, Véronique Ressout, Emmanuel Macron s'accroche effectivement avec son idée initiale, son principe de base pour lequel il a voulu être élu et être président de la République pour transformer la France. Mais les Français, ils attendent quoi en priorité du président de la République? Alors, je rejoins Virginie Deguet, ils n'attendent pas une réforme des retraites. Non, ça, et je vous confirme que la notion de réforme, en fait, aujourd'hui, ils sont préoccupés par l'économie, par leur emploi, première de leurs préoccupations. Donc là, tout ce qui peut toucher à le fait de relancer l'économie, et on a vu d'ailleurs que le plan de relance a été très bien accueilli. Globalement, tous les sujets qui peuvent aider à la transformation pour améliorer l'emploi, ils sont preneurs. Tout ce qui peut toucher à la santé et qui peut nous aider à nous protéger, à être mieux soignés, est accepté. Et éventuellement, quelques sujets sur la sécurité. Mais la réalité, c'est que pour le moment, la dernière chose qu'attendent les Français, c'est une réforme en profondeur. Et d'ailleurs, on voit, dès qu'ils lancent ce genre de sujet, les réactions sont assez virulentes sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que les uns et les autres disent « Attendez, on n'est déjà pas très bien, c'est peut-être pas le moment d'aller rajouter de la complexité. » Donc même si on peut comprendre les motivations du président de la République, les Français ne sont pas parfaitement alignés.
C'est vrai que au panthéon de sa, non pas de sa diplomatie, mais de sa volonté réformatrice, il y avait l'idée de révolution, donc de transformation complète de la société française. Mais il faut bien comprendre qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu sur une identité politique. Quand François Hollande était élu, il était le candidat des socialistes et de la gauche. Nicolas Sarkozy, c'était le candidat des Républicains, enfin de l'UMP à l'époque, et de la droite. Emmanuel Macron, c'est pas ça. Il est élu avec l'idée qu'il va changer la société, il va la changer à partir d'un programme qui est un contrat avec les Français. Il n'a jamais réellement réussi à se déprendre de cette mystique-là. Quand vous regardez la solution à la crise des Gilets jaunes, vous trouvez les mêmes projets de loi que ceux qui étaient prévus avant la crise des Gilets jaunes. Tous les projets de loi étaient déjà en substance Donc en fait, là. c'est comme s'il avait un Idem pour la programme Covid. qui était préconçu. La revente du programme au regard comme solution aux différentes crises est l'une des permanences de ce quinquennat. Les projets de loi n'ont jamais réellement changé. En revanche, ils ont été présentés comme une solution à la crise politique suite à l'affaire Benalla, une solution à la crise politique suite aux Gilets jaunes, une solution face à la crise de l'État face au Covid. C'est les mêmes projets. C'était un peu du prêt-à-porter politique. Emmanuel Macron doit accepter le choc du réel. C'est pas le tout d'arriver au pouvoir en pensant que si on résout certaines questions économiques et certains grands sujets qui sont effectivement des sujets sur lesquels on peut travailler, le mandat sera accompli. Il s'est retrouvé face à des difficultés qu'il n'avait pas anticipées, que personne d'ailleurs n'avait anticipées. Et je reconnais que de ce point de vue-là, les événements ont été d'une invention extraordinaire parce qu'on a été jusqu'à lui mettre en face de lui une pandémie. Donc là, franchement, s'il a multiplié les difficultés, c'est vrai que là, il se retrouve un petit peu, j'allais dire, dans une grande incapacité de poursuivre son programme, me semble-t-il. Alors, hier, dans la synthèse qui a été faite par le porte-parole Gabriel Attal de ce séminaire du gouvernement, le projet de loi sur le séparatisme n'est arrivé qu'en 4e position. Alors, le séparatisme... on accolait il y a quelques semaines islamiste à séparatisme, mais le mot a été plus ou moins gommé, comme si le gouvernement n'assumait pas. Emmanuel Macron a du mal, Jean-Marie, à se saisir de ce sujet. Il devait faire un grand discours sur la laïcité, sur... Bon, alors ce séparatisme, en plus, c'est un mot très politique, puisque c'est souvent accolé à un séparatisme d'un État, d'une région à un État. Est-ce que c'est bien nommer le problème ? Parce que quand on nomme mal un problème, on ne le résout pas très bien. Vous avez raison, c'est assez étonnant d'avoir emprunté ce vocabulaire à quelque chose qui fait référence, vous l'avez dit, à des problème de nature territoriale. C'est la Catalogne qui veut se séparer de l'Espagne, ou une partie de la Catalogne qui veut se séparer de l'Espagne, et donc c'est un problème de séparatisme, en effet. Ou bien un temps, c'était évidemment une partie de l'opinion en Corse, une partie de l'opinion au Pays Basque, et ainsi de suite. Donc d'aller sur ce terrain avec le mot séparatisme n'est pas de nature à clarifier les choses. La grande question, c'est l'éternelle question du communautarisme, de l'intégration. Et puis avec en toile de fond le procès Charlie est là pour nous le rappeler, la menace permanente du terrorisme islamiste. Donc c'est de tout cela qu'il est question. Alors il a en fait pris la parole assez souvent sur ces sujets, mais c'était des prises de parole, j'allais dire, circonstanciées sur tel ou tel aspect des choses, mais il n'a jamais en effet prononcé le grand discours qu'il avait lui-même mis en avant et que l'on attend toujours. Donc, il ne prépare pas les esprits à une vision suffisamment claire de cette question. Mais c'est aussi une question qui travaille tous les espaces politiques. C'est une question qui est discutée à droite, même la droite n'est pas nécessairement unanime sur le sujet. Et la majorité En Marche n'est pas nécessairement unanime sur le sujet, puisque le gros des troupes En Marche au Parlement vient plutôt de la gauche social-démocrate, du vote Hollande en quelque sorte. Mais la pratique d'Emmanuel Macron est une pratique très ancrée à droite désormais, et donc au centre droit et à droite. Et donc forcément les approches sur ce sujet ce sera difficile de trouver un consensus. Et néanmoins ce consensus est nécessaire parce que c'est évidemment au premier rang de ce que l'on attend du chef de l'État. Virginie Leguet,
Peut-être que le président de la République a peur, il l'a souvent évoqué, de ce piège de l'amalgame. Il sait pourtant qu'il est attendu au tournant par la droite et l'extrême droite qui lui reprochent de ne rien faire. Donc il est quand même un peu poussé au pied du mur, mais il a du mal. Il a du mal à s'emparer du sujet et de le nommer. Le grand paradoxe de ce quinquennat, c'est qu'Emmanuel Macron se retrouve aux 2/3 de son mandat, rattrapé par l'ensauvagement et le séparatisme, autant de thèmes qui ne sont absolument pas sa tasse de thé, avec lequel il est très mal à l'aise. Même si, c'est vrai, il a pu s'exprimer ici ou là. En général, c'était au détour d'une circonstance, et ce n'était pas vraiment des grands discours fondateurs tels que peut-être les observateurs les attendaient. Là, il s'est exprimé une dernière fois lors des 150 ans de la République, et il a parlé de séparatisme, et il en a fait une définition assez succincte, assez exacte et assez calme. Mais lorsque va venir le projet de loi qu'il a annoncé à l'automne, là, il va y avoir des débats devant les députés et les sénateurs, et là, on va de nouveau, j'allais dire, triturer la question dans tous les sens. Et si le président de la République n'est pas plus, j'allais dire, clair sur réellement la direction qu'il veut donner à ce projet de loi, ça risque de partir effectivement un peu dans tous les sens. Alors, Benjamin, vous allez répondre, mais je vous propose d'écouter Jordan Bardella du Rassemblement national qui réagissait à le problème d'insécurité en France. La France est devenue un gigantesque parc d'attractions pour les délinquants et les criminels où l'impunité est reine. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez agresser, voler, violer sans être inquiété par la justice. Voilà donc le Rassemblement national qui est en train de dévaler le boulevard en quelque sorte. Oui, il est en train de dévaler le boulevard. Après, la stratégie d'Emmanuel Macron, alors sur le terme, peut être un peu dangereux, surtout quand vous écoutez, on parlait de régionalisme, les propos de Richard Ferrand sur la Bretagne aujourd'hui. Donc là, il peut y avoir des choses qui lui reviennent en boomerang, notamment au moment des élections régionales. Mais en tout cas, le terme séparatisme a pour objectif un peu de cornériser la droite aujourd'hui. La vraie peur d'Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, on a un électorat de centre-droit qui ne croit plus en une victoire sous ses propres couleurs. Mais on a vu que localement, lors des municipales notamment, quand il croit à une victoire sous ses propres couleurs, il revient à la droite parlementaire. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'espace politique pour cette droite parlementaire, parce que ces électeurs de droite votent aujourd'hui soit utile LREM, soit utile pour une partie d'entre eux, si on prend le résultat des européennes, Rassemblement national, à peu près équivalent des deux côtés. Oui. Donc arriver à réduire cet espace politique, c'est l'un des enjeux. Le problème pour réduire cet espace politique... Pardon, je vous coupe Benjamin, mais s'il veut pardon, si Emmanuel Macron... non, parce qu'après, le temps file. Et puis, si Emmanuel Macron veut affronter Marine Le Pen comme il l'a décidé, en quelque sorte, enfin, c'est les Français qui décideront, mais comme il le présume, il faudra qu'il ait un bilan sur les problèmes de délinquance, de sécurité. Alors, oui et non. Non, parce que sur la notion de séparatisme, par exemple, c'est intéressant. Il parle de séparatisme et pas de communautarisme. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de dire « je ne suis pas comme le Rassemblement national, je ne m'oppose pas à des communautés qui peuvent exister sur le territoire national, j'attends simplement que ces communautés respectent la loi ». Donc là, vous pouvez avoir une lecture qui est différente de celle du Rassemblement national, mais également d'une grande partie de la droite. Par ailleurs, quand on prend aujourd'hui un petit peu les indicateurs, on voit que le lien entre le nombre d'infractions et le sentiment d'insécurité n'est pas directement lié, en tout cas dans l'électorat de droite. Il faut bien comprendre que vous avez des classes populaires qui sont confrontées de façon structurelle à cette insécurité. Elles savent pour qui elles votent, elles connaissent le phénomène, le problème n'est pas là. En revanche, l'électorat de centre-droit, qui est majoritairement composé de CSP+, ou de retraités, cet électorat-là n'est pas directement, généralement, impacté par cette insécurité. Il a un rapport à l'insécurité, évidemment, mais c'est un rapport intermédiaire, notamment à travers le discours politique, le discours médiatique. Donc, arriver avec un projet de loi qui ne produira aucun effet d'ici 2022, on est sur des choses qui sont structurelles, qui mettent du temps à agir. Mais arriver avec un projet de loi et un discours qui se veut en direction de cet électorat, ça lui permet de lui faire penser qu'on est prêt à agir et que l'on agit. C'est frapper l'opinion en quelque sorte. C'est frapper une certaine opinion. C'est-à-dire l'opinion qu'on vise en termes électoraux. Voilà. Ouais. Véronique Reissoult, peut-être sur ce séparatisme déjà, est-ce que les Français, parce que c'est vrai, séparatisme, que je le disais tout à l'heure, c'est un terme plutôt politique. Est-ce que on sait un peu de quoi les Français comprennent ? Parce que c'est vrai, on vous parle de séparatisme, on fait un sondage dans la rue, non pas à dire que les Français sont
sont idiots. Mais comme c'est vraiment un terme, comme le rappelait Jean-Marie, le séparatisme en Catalogne, etc., est-ce que ça parle aux gens ? Alors non seulement ça parle aux gens, mais je ne suis pas tout à fait d'accord exceptionnellement avec ce que Jean-Marie a dit. Il y a deux sujets. D'abord, il y a un sujet qui est l'expression telle que le gouvernement l'a fait. Il dit que c'est l'action de constituer un groupe qui s'organise de manière hostile à la République, et ça, les gens le comprennent. Et globalement, l'expression séparatisme, elle est très utilisée. D'un côté, il y a beaucoup de critiques en disant, mais en fait, allons plus loin et parlons de séparatisme islamiste, et c'est globalement ça le sujet quand on va sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce soir, on sort un sondage où on a posé la question aux Français avec Odoxa sur quelles sont les réactions qu'ils ont par rapport à ce projet de loi. Et je peux vous dire que 76% des Français sont favorables à ce projet de loi. Et il n'y a pas de clivage politique. C'est un sujet qui fait consensus politique. Vous avez 84% qui sont d'accord chez les LR, et le plus bas, c'est 78% chez les écologistes, mais globalement, tout le monde est d'accord. Donc on a une forme de consensus. En revanche, il y a aussi un consensus sur le fait que seulement 54% des Français font confiance à ce gouvernement pour pouvoir arriver à ses fins, sachant que le séparatisme est compris, il est compris assez fortement, et généralement, quand les gens en parlent, en particulier sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs catégories d'expression. C'est soit on parle de complot, soit on parle de déni de situation, soit on a une diabolisation, soit on a peur tout simplement, soit il y a des positions assez radicales, et enfin il y a des soutiens. Mais globalement, oui, les Français savent de quoi on parle, et c'est un thème qui est plutôt apolitique. En revanche, la confiance dans le gouvernement sur la réalité de sa capacité à y arriver avant la fin du quinquennat, là pour le coup, est un peu moins fort. Est-ce que, Benjamin Morel, vous avez le sentiment que Emmanuel Macron marche sur des œufs sur ce sujet? Il marche sur des œufs parce que, comme le disait bien Jean-Marie tout à l'heure, il doit essayer de faire la jonction entre des contraires. Il a une majorité au centre-gauche, il a un électorat aujourd'hui plutôt au centre-droit. Or, sa majorité, elle est extrêmement friable. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas réellement de majorité. À l'REM, il n'y a pas de majorité absolue. Ils ont perdu la majorité absolue. Exactement. La majorité dépend du MoDem, qui est un partenaire de plus en plus difficile parce que de plus en plus en force. Donc, arriver avec un texte là-dessus, sans majorité claire, avec un Sénat qui saura très bien jouer sur les divisions, c'est ne pas réellement savoir comment on va ressortir le texte. Et donc envoyer des signaux contradictoires à son électorat, qui est encampé réellement aujourd'hui beaucoup plus au centre-droit, mais quand même avec une composante de centre-gauche. Eh bien, soit on ouvre la voie à la droite qui pourra critiquer le fait que certes, on a un projet de loi sur le séparatisme. Même s'il y a, comme le disait Véronique, il y a une sorte de consensus quand même. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de contenu à ce projet de loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur l'idée d'un projet de loi. Mais lorsque le projet de loi sera sur la table et qu'on débattra des dispositions, parce qu'on en viendra là, eh bien à ce moment-là, ce projet de loi peut au contraire être une victoire à la Pyrrhus pour Emmanuel Macron. Donc il va falloir faire très très attention. Aujourd'hui, l'espace central qu'il tient est un espace qui est assez cohérent du point de vue idéologique sur beaucoup de sujets, l'économie, etc. Sur ce sujet-là, non. Les vieux clivages droite-gauche perdurent. Mais il y a un personnage qui, lui, n'a pas de complexe, c'est Gérald Darmanin. Est-ce que c'est un peu le Sarkozy d'Emmanuel Macron ? Gérald Darmanin, il a compris qu'il avait l'opinion publique avec lui. Donc il est fondé à poursuivre dans son sillage avec sa rhétorique et les mots qu'il utilise. Pour autant, là, le président de la République lui a clairement dit que maintenant ça suffisait et que plutôt que de se livrer avec Éric Dupond-Moretti à une querelle sémantique sur l'utilisation du mot ensauvagement ou autre chose, ce qui allait compter, c'était les résultats. Et là, effectivement, il est comme Emmanuel Macron, il se retrouve avec un délai extrêmement court et même s'il a annoncé que tous les mois, il allait donner des chiffres, il va falloir un certain temps peut-être et un certain nombre de dispositions différentes pour que ces chiffres s'améliorent. Jean-Marie Colombani, on va bientôt se quitter, mais je voulais, vous vouliez pousser un petit coup de gueule aujourd'hui. Oui, mais juste un mot. Oui, mais dépêchez-vous alors, parce que sinon vous ne pourrez pas... Oui, dépêche, je voulais juste dont acte à Véronique, parce que je ne mesurais pas que le terme de séparatisme, mais j'ai un prisme corse qui est certainement déformant, et pour moi, séparatisme, ça renvoie à autre chose. Donc je ne pensais pas que séparatisme, l'ensemble de l'opinion, ça pouvait être compris, comme apparemment Véronique nous dit que c'est compris par l'opinion. Donc dont acte au président de la République. Mais par ailleurs, c'est sa fonction essentielle, dominante, c'est la première fonction d'un chef d'État, c'est d'essayer de faire tenir ensemble la communauté nationale. Ouais. Et donc là, il est vraiment au pied du mur.
Et après, comme le disait Benjamin, quand on va rentrer dans le détail, c'est une autre affaire. Ouais. Juste un petit exemple, puisqu'il est question, au nom de cette lutte contre le séparatisme, de dire, c'est très simple, les associations qui ne respectent pas les valeurs de la La République, charte. celles-là, on va les priver de subventions. Non, Mais elles le devront problème, signer une c'est que ces associations ne veulent pas de l'argent de subventions. Elles se financent soit par l'étranger, soit par leurs communautaires. Et donc, elles ne veulent pas d'une intervention de la sphère publique dans leurs finances. Et le problème principal dans ce domaine, c'est les associations qui montent des écoles confessionnelles. Et c'est là qu'est le danger, parce que vous avez des petits-enfants et des petites filles, des petits garçons, des petites filles, à qui on enseigne le Coran toute la journée, point final. C'est là qu'il y a un vrai problème et pour le moment, on ne l'a pas abordé ni traité vraiment. Et je pense que quand on va décliner toutes ces difficultés, ce sera une autre paire de manches. C'est vrai. Alors, on finit avec vous, Jean-Marie, puisque vous vouliez, quand je dis pousser un coup de gueule, sur un personnage qui revient du passé, ses retours vers le futur, Lionel Jospin. Oui. Il vous énerve? Non, c'était pas un coup de gueule, c'était simplement manifester mon étonnement parce que quand j'ai vu les louanges que Lionel Jospin adressait à Jean-Luc Mélenchon, je me suis dit bon, c'est clair, c'est les trotskistes qui parlent aux trotskistes. Et ça, c'est pas une avancée pour la gauche, c'est plutôt un formidable recul. Oui, mais c'est étonnant. Oui, Virginie. Oui, je voulais ajouter à propos de Lionel Jospin qui donnait des grands conseils à la gauche en disant il faut rester unis. Il a lui-même si peu réussi à tenir la gauche qu'il s'est fait doubler par Jean-Marie Le Pen, qui est arrivé pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle. Donc je ne sais pas si les conseillers sont les. Mais heureusement, François sont les Hollande mieux placés. va concocter un programme au Parti socialiste. Oui, les sauver. Enfin, gauche est Tout va sauvée. bien. Merci. Véronique, vous vouliez dire un mot très vite, non? Rien à ajouter? Bon, au Non. revoir. Merci à tous et vivement que vous reveniez tous en plateau parce que c'est pas drôle de vous avoir si loin. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à toute l'équipe technique. À très vite.